Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements ou de mes livres. Alors aujourd'hui, on va voir s'il faut être optimiste ou pessimiste pour être riche ou pour devenir millionnaire. Et on va voir que la réponse est peut-être moins évidente qu'elle paraît et un peu plus complexe. Alors, faut-il être optimiste ou pessimiste pour devenir riche ou devenir millionnaire? Alors évidemment, la réponse la plus évidente, c'est qu'il faut avoir une certaine dose d'optimisme. Si on raisonne par l'absurde, si vous êtes totalement pessimiste et que vous pensez que tout va s'écrouler, vous allez intégralement avoir votre patrimoine placé dans du cash qui ne rapporte rien. Et évidemment, c'est pas comme ça que vous allez vous enrichir. J'ai envie de dire, je peux même prendre l'exemple un peu extrême, où finalement, si vous pensez que tout va s'écrouler, c'est même pas du cash qu'il vous faut, c'est des pâtes, du PQ, un fusil pour que personne vienne vous piquer vos pattes, et puis attendre l'apocalypse. Donc, évidemment, si on est 100% pessimiste, on ne peut pas s'enrichir. Mais c'est pour ça que je disais que c'est pas aussi simple que ça. Il y a quand même un moment dans votre carrière d'investisseur où il va falloir être quand même un petit peu pessimiste. Et alors, pour vous expliquer pourquoi, comment, quand, je vais commencer par une petite anecdote. Donc, c'est l'histoire de Jesse Livermore. Donc, Jesse Livermore, c'est le plus grand trader des années 1920. Vous en avez peut-être déjà entendu parler si vous êtes intéressé à cette époque-là. À 30 ans, il avait fait, par ses investissements en bourse, une fortune qui est l'équivalent de 100 millions d'euros actuels à peu près. Et donc en 1929, au moment de la fameuse crique et du fameux krach boursier de 1929, il était l'un des plus grands traders de la place et connu comme tel à Wall Street. Et alors la fameuse semaine du krach et du jeudi noir, donc où la bourse avait perdu un tiers de sa valeur, il est rentré chez lui. Et donc à l'époque en plus, beaucoup de traders investissaient sur marge, etc. Donc beaucoup étaient ruinés. C'est les fameuses anecdotes où il jetait des fenêtres pour se suicider. Et donc il a trouvé chez lui sa femme, sa mère qui étaient en pleurs. Imaginant évidemment que vu qu'il vivait de ça et qu'il était très exposé à la bourse, qu'il était ruiné. Donc il a mis un petit moment à percuter, et puis il a fini par leur annoncer en fait qu'il avait fait la plus grande journée de bourse de sa vie, et qu'il s'était jamais autant enrichi que ce fameux jour du jeudi noir du krach. Enfin, il y a même eu une semaine de krach, un lundi noir, un mardi noir, un jeudi noir dans cette semaine-là. Et en fait, dans un élan de génie et de chance, on va dire, il s'était mis short, donc court sur le marché. Il avait vendu à découvert les actions ce jour-là, et il avait fait l'équivalent de 3 milliards d'euros actuels en une seule journée. Donc il a retrouvé finalement sa femme, sa mère en pleurs quand il est rentré chez lui, pour devoir leur expliquer qu'ils n'avaient jamais été aussi riches que ce jour-là. Sauf que l'histoire n'est pas finie et elle ne s'arrête pas là. Finalement, après 1949, il a continué à investir. Il a eu de plus en plus, finalement un peu engaillardi par son coup qu'il avait fait lors du krach. Il s'est de plus en plus exposé pour finir en 1932 ou en 1933, finalement ruiné, comme les fameux traders qui sautaient des buildings la semaine du krach 3-4 ans plus tôt. Donc en fait, pourquoi je vous raconte cette anecdote, c'est que Livermore, donc en fait, il avait des compétences pour devenir riche, mais il avait moins de compétences pour le rester. Et en fait, pour rester riche, alors rester riche, ça peut vouloir dire tout, mais en gros, quand vous avez atteint un certain niveau de patrimoine, ça peut être le fameux million que beaucoup d'entre vous cherchent, ça commence à demander des compétences un peu différentes que au moment où vous l'avez fait. Il faut commencer à être un peu plus pessimiste pour rester riche que pour le devenir. Il faut en gros voir ce qui pourrait vous sortir du business et puis l'éviter, parce que finalement c'est le phénomène un peu des intérêts composés et de la longévité dont on parlait dans une autre vidéo.
plus vous restez dans la partie, plus longtemps vous restez dans la partie, plus le phénomène des intérêts composés va jouer et plus vous vous enrichirez. Mais il ne faut pas se faire sortir de la partie. Pour donner un exemple un peu plus contemporain, Madoff est connu pour le plus grand montage frauduleux de type Ponzi depuis Charles Ponzi lui-même. Tout le monde a entendu parler de Madoff. Mais avant de monter la fraude qu'il a gratifiée d'une telle célébrité, ce qu'on ne sait pas, c'est que Madoff il avait un très bon business assez lucratif et tout à fait légal de courtage, en fait, de brocrage, qui marchait pas mal, hein, qui lui rapportait une somme tout à fait décente. Sauf qu'il n'a pas su s'arrêter, il en a voulu plus, et il a été jusqu'à monter le montage frauduleux qui l'a conduit à sa perte telle qu'on la connaît. Pour donner un exemple, on connaît Warren Buffett, on connaît son associé de longue date, Charlie Munger, et les deux sont multimilliardaires. Ce qu'on ne sait pas, parce que c'est sorti un peu des tablettes, c'est qu'il y a 40 ans, il y avait un troisième larron qui s'appelait Rick Guérin, et ce fameux Rick Guérin, il a fini par sortir des tablettes. Alors, un jour d'ailleurs, un journaliste a interrogé Buffett lors d'une interview pour savoir ce qui lui était arrivé et ce qui s'était passé. Et Buffett a répondu « Charlie et moi, on savait qu'on deviendrait un jour très riche, mais on n'était pas pressé d'être riche et on savait que ça finirait par arriver. » Rick, quant à lui, il était aussi intelligent que nous, mais il était pressé. Voilà ce que Buffett a répondu en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que ce fameux Rick, il avait du levier dans ses investissements, donc il avait investi sur marge en bourse lors du marché baissier de 1974. Investir sur marge, il a eu des appels de marge, il a dû rembourser. Et Buffett est entre guillemets venu à son secours en lui rachetant ses actions Berkshire, les parts A à 40 $ à l'époque. Qui sont des actions qui aujourd'hui valent les Berkshire A 300 000 $ pièce. Donc vous voyez, il a été contraint de les revendre à 40 $, aujourd'hui elles valent 300 000. Et c'est pour ça qu'il est sorti des tablettes. Donc en gros, il faut savoir rester dans la partie et donc être assez pessimiste pour en gros ne pas vous faire sortir du jeu et que la longévité, les intérêts composés jouent pour vous. Je vais rebondir sur une question qu'on m'a posée récemment sur un lecteur de mes livres. Je ne sais plus trop si c'était lié à mon livre d'initiation Construisez et gérez votre patrimoine avec succès ou à un article ou une vidéo que j'avais faite juste après le Covid sur le patrimoine idéal en termes de répartition d'actifs pour faire face aux incertitudes du Covid. Et ce lecteur, il me disait, pourquoi tu préconises toujours entre 20 et 30% de cash et équivalent, donc en gros PEL, fonds euros, etc. Alors qu'avec des taux d'intérêt aux alentours de 1%, ça ne rapporte plus rien. Je ne comprends pas cette recommandation d'allocation d'actifs. Surtout que voilà, à 1%, on a l'action, l'immobilier, où on peut espérer plus des rendements plus proches de 10%, et là on est à 1%, il n'y a pas de raison d'avoir 20 ou 30% en cash et équivalent. Sauf qu'en fait, c'est pas si simple, parce que si d'avoir ces 20 à 30% de cash dans un coin qui ne rapporte quasi rien, c'est ça qui vous donne la force psychologique de ne pas vendre vos actions quand c'est la panique en plein crack, comme c'était le cas en mars 2020 pendant le Covid, comme c'était le cas en 2008, voire d'en acheter un peu plus. En fait, ils vont vous rapporter largement plus de les 1% facial, puisque vous n'avez pas vendu des actions au pire moment, et c'est ça qui vous permet de faire votre performance sur le marché action. Parce que si on n'a que des actions, imaginez vous êtes 100% actions, vous n'avez rien d'autre en épargne financière, peut-être un peu d'immobilier à côté, mais vous êtes 100% action en épargne financière, vous avez un peu d'immobilier à côté. Quand vous êtes en plein crack, c'est-à-dire que vos avoirs sont divisés par 2 en quelques mois, c'est dur de ne pas les vendre parce que vous dites j'ai un peu d'immobilier à côté, mais peut-être qu'il me faut un peu de sécurité, etc. Vous allez avoir peur de tout perdre. Si vous avez peur de tout perdre, vous allez sortir au plus mauvais moment. Et on s'enrichit en bourse quand on achète des bonnes entreprises et qu'on dort sur ses 2 oreilles pendant 2 années sans y toucher. Presque il faut jamais vendre, entre guillemets. Si vous avez bien choisi quand vous achetez, vous ne devez pas vendre en bourse. En gros, si ces 20 à 30% de cash et équivalent vous permettent justement de tolérer la volatilité des actifs comme la bourse qui varie, etc., ça va vous permettre en fait
de faire la fameuse performance du marché action que vous ne faites pas si vous avez des mouvements à contre-temps, etc. Et donc, en fait, ils vont, in fine, dans votre patrimoine, rapporter beaucoup plus que les 1% de rendement qu'ils affichent facialement. Donc en fait, pour conclure cette vidéo et revenir à notre question initiale, faut-il être optimiste ou pessimiste pour être riche, être millionnaire, devenir riche, devenir millionnaire? Et bien en fait, il faut être optimiste au départ, vous êtes obligé parce que si vous n'êtes pas optimiste, vous n'allez jamais acheter d'actifs productifs comme l'action ou l'immobilier, qui sont ceux qui vont vous permettre de vous enrichir. Ou alors vous n'allez jamais vous lancer dans l'entrepreneuriat, ce qui est une autre façon de vous enrichir. Par contre, il va falloir commencer à être un peu plus pessimiste quand vous allez avoir besoin d'une compétence supplémentaire et qui est un peu différente que la compétence consistant à savoir devenir riche en fait, qui est la compétence de savoir rester riche. C'est une compétence qui fait appel, comme on l'a vu dans nos exemples, à quelques paramètres légèrement différents. Et donc là, il faut intégrer un peu plus de pessimisme, surtout pour identifier les risques qui pourraient vous sortir de la partie, puisque c'est sur la durée que vous allez gagner la partie grâce à votre longévité. Je fais un petit remerciement au livre The Psychology of Money, donc j'ai tiré certains exemples. Je vous rappelle mes propres livres de mon côté. Côté immobilier, le best-seller, l'investissement immobilier locatif intelligent. Sa suite d'exercices pratiques, 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent pour étudier des cas concrets. Mon livre de bourse, Investir en bourse, style gagnant, style perdant. Et mon dernier sorti, L'allocateur rebelle, qui est un roman financier où un jeune va rencontrer son mentor qui est fortement inspiré de Warren Buffett. Donc on a des leçons de bourse et d'entrepreneuriat au milieu, tout en ayant un récit qui se lit de façon très détendue, puisque c'est de la fiction. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis je vous dis à bientôt sur le blog et sur la chaîne.